bonne entreprise ne fait pas forcément un bon investissement. Pour surperformer, il faut avoir une meilleure expertise que les autres. Ce que tu peux faire dans un fonds long short, c'est que tu peux gagner l'argent si le titre baisse. C'est très difficile de battre sur le long terme un indice de référence. Vous êtes confiant sur le fait que vous avez quelque chose qui va vous permettre justement sur le long terme de surperformer? Notre obsession, c'est la prédictibilité du cash flow. Nous, l'histoire, pour l'instant, a montré qu'on était capable de surperformer. Notre façon d'investir, c'est trois choses. C'est une bonne entreprise, avec le bon management et au bon prix. Est-ce que vous utilisez un ratio particulier? Le ratio principal qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle le... Bonjour Laurent, bienvenue sur la chaîne de Financero. Bonjour Hugo. Donc Laurent, tu es responsable des investissements chez BDL Capital Management, donc une société de gestion. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre bien ce que peut apporter une société de gestion historique à un épargnant particulier, un investisseur particulier. Et dans un premier temps, je te propose peut-être de présenter ton parcours et ensuite on va parler de BDL. Oui, merci beaucoup. Donc, ça fait 26 ans maintenant que je suis sur les marchés actions cotés. J'ai rejoint BDL Capital Management en 2018 et auparavant, j'ai passé beaucoup de temps dans des banques d'investissement américaines, et notamment Morgan Stanley, mais Goldman Sachs aussi avant, et puis ensuite chez Exane BNP Paribas. Ok, super. Et donc BDL, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites historiquement dans cette société de gestion? Donc BDL, on est une société de gestion purement actions, sur les actions cotées essentiellement européennes. BDL a été créé en 2005, donc on fête nos 20 ans cette année. Et ce qui est intéressant, c'est que BDL a été créé au départ pour importer en France la gestion qu'on appelle long short action. C'est une gestion qui nous paraît particulièrement intéressante pour investir sur les marchés actions et notamment amortir les grands chocs boursiers. Mais finalement, c'est une gestion qui n'existait pas en France. Elle a été très développée dans les pays anglo-saxons dans les années 80, 90 et 2000. Et finalement, il a paru intéressant de l'importer en France à l'époque. Donc, BDL Rempart, qui est notre fonds principal long short action, a été le premier fonds long short agréé par l'AMF en 2005. Et d'ailleurs, long short, qui est plutôt une stratégie de hedge fund à la base, vous considérez comme un hedge fund ou vraiment comme une société de gestion pour monsieur tout le monde? Et est-ce que ça a varié ça au cours du temps? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que hedge fund, au départ, un hedge, c'est couvert, donc ça veut dire investir, mais se couvrir, se protéger. Donc, dans ce sens-là, on arrive avec Rempart à se protéger, donc on est un hedge fund. Mais je dirais que dans le côté qu'on entend en général du hedge fund, très trading, très orienté trading, très rapide, etc., on ne se considère pas du tout comme ça, puisque dans les investissements qu'on fait dans la partie longue, là où on est actionnaire, c'est des positions qu'on prend en général en moyenne pour 18 mois Mm. et à des positions qu'on a depuis 3, 4, 5 ou 6 ans. Et par ailleurs, peut-être que la plupart des hedge funds aussi sont plutôt réservés à des investisseurs institutionnels, là où vous, justement, vous adressez aux institutionnels et également aux particuliers. Et d'ailleurs, vous avez là récemment lancé BDL Club Invest, qui justement s'adresse aux particuliers. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que vous faites dans ce club? Oui, c'est vrai, c'était BDL au départ. Hein, on a grandi grâce aux investisseurs institutionnels. Mm. Aujourd'hui, on gère un petit peu plus de 3 milliards d'euros. On en gérait 5 millions plus ou moins à la création de BDL. Donc, on a dû faire 2, 3 choses à peu près correctes. Et plus récemment, on s'est dit qu'il faudrait comment mettre à disposition des particuliers cette expertise. Pourquoi? Parce que notre constat, c'est que la meilleure classe d'actifs à long terme, ça reste les actions. Malheureusement, le particulier français, soit ne le sait pas forcément, soit est souvent échaudé par ce qu'il peut lire dans la presse. Et in fine, il a très peu d'actions, on va dire 5-6% en moyenne dans son épargne contre 30% aux États-Unis. Et il y a des bonnes raisons à ça, c'est qu'effectivement, c'est pas facile à comprendre. Ça prend du temps si on veut investir soi-même. Ça peut apparaître assez aléatoire. Donc, on s'est dit, pour ces gens-là, il faut qu'on trouve une solution. Et comment est-ce qu'ils pourraient accéder facilement à notre gestion et à notre expertise? Comme ça, ils nous délèguent finalement une partie de leur épargne. Et donc, l'idée, c'était de créer ce qu'on a fait BDL Club Invest, qui est une solution 100% digitale, où tu peux, si tu souscris, tu nous délègues une partie de ton épargne et qu'on va investir directement dans nos fonds. Donc, tu n'as pas à choisir quelle action il faut acheter plutôt que quelle autre, quel fonds il faut acheter plutôt que l'autre. Tu choisis juste le fait de faire confiance à un BDL et à notre expertise depuis 20 ans. Et ensuite, on s'occupe d'investir ton épargne exactement dans les mêmes conditions que ce qu'on fait pour nos clients institutionnels historiques. Donc, c'est la même équipe de gestion, c'est les mêmes produits et c'est les mêmes frais.
Ok, super. Et ça, vous le faites au sein d'un contrat d'assurance vie, c'est ça? Oui, exactement. On a 2 enveloppes possibles, le contrat d'assurance vie ou le PER. Et tu as 2 profils possibles, en fonction de ton appétence au risque et au rendement. Donc tu peux être soit tempéré, soit audacieux. Donc la simplicité de la solution, c'est que quand tu arrives sur le site, tu as que 2 choix à faire en fait, tempéré ou audacieux, assurance vie ou retraite, et on te propose directement la solution et en 15 minutes, plus ou moins 20 minutes, tu as souscrit. Ok, super. Et ensuite, donc c'est vous qui pilotez l'allocation d'actifs de chaque client, ou en tout cas des deux profils. Comment est-ce que vous faites ça? Vous faites des arbitrages réguliers ou c'est du long terme, vous laissez les choses se passer ou Alors au départ, comment on les crée? Ben, on utilise les différents fonds qu'on a. Certains sont plus, directionnels, on va dire, que d'autres, mais aussi plus volatiles en fonction des fonds actions pures ou des fonds long short. Et donc en fonction du profil tempéré ou audacieux, on va faire un mix de ces fonds-là qui est un peu différent, pour correspondre, à la volatilité qu'on a des 2 profils. Et ensuite, on laisse vivre cette allocation et on la rebalance tous les mois pour ok, s'assurer tous les que mois ça quand même, ouais. corresponde toujours à la pondération, initiale ou à l'objectif risque-rendement initial. Ok. Et c'est que des fonds de chez BDL. C'est que des fonds de chez BDL, tous gérés la même équipe au même endroit. Donc, on sait ce qu'on fait. Et ce qui est intéressant ou important à savoir, je pense, du point de vue de l'épargnant, c'est que nous-mêmes avons notre épargne et nos économies dans ces mêmes fonds. Ok. Ok, intéressant. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, vous prenez un parti pris qui est assez différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché de l'épargne, où beaucoup de nouveaux acteurs vont plutôt s'orienter vers une architecture ouverte, donc c'est-à-dire plusieurs sociétés de gestion, et également beaucoup et de plus en plus vers des ETF. Toi, comment tu vois justement un peu ce raz-de-marée de la gestion passive de l'ETF, sachant que voilà, BDL, c'est justement du stock picking pur et une société de gestion historique. Est-ce que ça bouscule un petit peu votre fonctionnement ou voilà, comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça? Non, alors, il faut aussi voir la genèse de Club Invest. C'est aussi qu'on avait des gens, des particuliers qui nous connaissaient bien depuis longtemps et qui étaient frustrés de ne pas pouvoir investir facilement dans nos fonds et nous demandaient depuis longtemps de dire mais comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une solution facile, rapide pour investir dans vos fonds. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on s'est créé pour répondre à cette demande-là. C'est aussi pour ça que du coup l'architecture n'est pas ouverte dans le sens où notre métier c'est d'investir les économies qu'on nous donne grâce à nos analystes et à notre méthodologie. C'est pas de choisir Hmm. d'autres fonds en fait. Ok. Et après, ce que tu dis sur la gestion passive est vrai. La gestion passive a beaucoup grossi les 20 dernières années. Par certaines mesures, c'est quasiment ou plus ou moins la moitié des encours de la gestion collective. Donc, ça provoque parfois des distorsions de marché. Et en fait, il faut comprendre d'où elles viennent, les impacts qu'elle a, par exemple, sur la liquidité, sur le fait qu'il y a beaucoup plus de trading qui se fait en clôture, sur le fait que comme c'est procyclique, ça a tendance à, heu, comment dire? Accélérer les flux à la hausse ou à la baisse. Mais une fois que tu comprends ça, ça crée aussi, potentiellement plus d'inefficience. Donc nous, notre mandat, en fait, en tant que gérant actif, hein, c'est de battre, de faire mieux que le marché, in fine, sinon on n'a pas de raison d'être. Et donc, c'est de comprendre les changements dans le marché qui peuvent être induits par la gestion passive et de s'en servir plutôt que d'en être otage. Ok. Et donc toi, de ton point de vue, le fait qu'il y ait plus d'ETF, ça crée des inefficiences. Alors justement, la théorie des marchés efficients va plutôt considérer que c'est très difficile de battre sur le long terme un indice de référence, donc de battre le marché sur le long terme, parce que l'idée derrière, c'est un petit peu que toutes les informations vont être incorporées par tous les agents, etc. Et que du coup, c'est faut être, soit avoir, une connaissance que les autres, n'ont pas, soit peut-être, des technologies que les autres n'ont pas. Vous êtes confiant sur le fait que vous avez, quelque chose qui va vous permettre justement sur le long terme de surperformer? Alors, tu as raison, c'est très difficile et on le voit dans les statistiques, hein, il y a un grand pourcentage de fonds qui sous-performent. Nous, l'histoire, pour l'instant, a montré qu'on était capable de surperformer parce que si tu prends BDL Conviction, qui est un fonds purement long only, hein, qui a été créé en 2008, si tu regardes vraiment Conviction entre 2008 et 2025, il fait à peu près 100% de plus que l'indice européen des 600 plus grandes capitalisations. Donc, au moins le passé, on a réussi. Est-ce qu'on OK. va le faire ensuite? On verra bien, l'avenir le dira. Mais on est conscient que c'est très dur et c'est aussi pour ça que, on fait que des actions pour être très focus et on fait essentiellement des actions européennes aussi pour garder ce focus.
Et parce que l'Europe se prête peut-être plus qu'aux États-Unis à avoir une chance de surperformer, à la fois parce que le marché est moins large, donc il est moins concurrentiel. Deuxièmement, ça reste une somme de différents pays avec des juridictions, des réglementations assez différentes. Donc ça laisse plus de place à l'analyse et à l'investigation. Et tu vois, si on a derrière BDL Rempart, en fait, on a au total 17 analystes gérants. Mmh. Et je pense que tu ne trouveras pas une seule autre stratégie qui a autant d'analyses derrière elle. D'accord. Tu trouveras 17 analystes, mais souvent répartis dans plein de fonds différents. Parce qu'on pense que la seule façon de se donner les moyens de surperformer, in fine, c'est de connaître mieux les entreprises dans lesquelles on investit que la moyenne du marché. Et pour les connaître mieux, il faut passer du temps, il faut aller les voir, il faut investiguer, etc. Ok, intéressant. Donc déjà, on peut dire que une des clés de la réussite, justement dans ce pari qui est très difficile de réussir à battre les marchés, c'est d'être un spécialiste, quoi. On est spécialiste des actions, mais en plus de ça, spécialiste plutôt des actions européennes. Vous faites large cap, small cap. Vous avez aussi un peu réduit l'univers à ce niveau-là ou pas? Alors, sur la taille, on n'a pas vraiment réduit l'univers, dans le sens où on fait notre cœur de métier, c'est les large caps au-dessus de 1 milliard d'euros de capitalisation boursière ou de chiffre d'affaires. Donc, on a réduit la petite partie, mais on reste sur le gros. Là où on réduit, par contre, c'est sur des choses qu'on pense ne pas savoir faire ou ne D'accord. pas savoir modéliser. Par exemple, tu vois, on ne fait pas les laboratoires pharmaceutiques. Parce que c'est difficile de comprendre ce qui se passe une fois qu'un médicament passe dans le côté générique. De l'extérieur, c'est difficile de savoir si tous les milliards dépensés en recherche et développement vont faire sortir un nouveau médicament ou pas. Donc ça, on ne fait pas. C'est un pari trop incertain, quoi. Voilà. Nous, notre vrai sujet, ça nous différencie, je pense, d'autres gens que tu vois parfois peut-être, c'est que notre obsession, c'est la prédictibilité du cash flow. D'accord. C'est pas la croissance. S'il y a de la croissance, tant mieux, on va la prendre. Mais au départ, c'est à quel point on pense que le cash flow est prévisible ou pas, à quel point on est confortable sur comment sera cette société dans 5 ans. Donc, par exemple, quand je dis ça, du coup, en fait, assez souvent, on n'a pas de technologie en portefeuille. D'accord. Alors, ça montre aussi qu'on peut performer sans technologie, parce que souvent maintenant, on entend qu'il faut que de la technologie. Mais une des raisons, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est par définition, c'est une industrie qui est difficile à modéliser. C'est une industrie qui a beaucoup de changements technologiques par nature. Et donc, c'est assez risqué, en fait. Donc, du coup, on a tendance à moins faire. C'est pas qu'on le fait pas. Les labos pharmacie, on fait pas du tout. La technologie, on peut faire, mais historiquement, on fait moins que d'autres secteurs. D'accord. Donc du coup, vous avez d'une certaine manière un petit biais peut-être de sécurité, en tout cas sur le type d'action que vous allez choisir. Peut-être des actions un peu plus, on va dire, quality, value. Est-ce que vous raisonnez aussi en matière de facteurs ou vraiment juste en matière de secteur? Alors, nous, à la fin, notre façon d'investir, hein, c'est 3 choses. C'est une bonne entreprise avec le bon management et au bon prix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la bonne entreprise? On revient à la prévisibilité du cash flow. Pour nous, c'est une entreprise qui a un cash flow pérenne, un retour sur capital employé élevé et surtout durable. Donc, à la fin, la vraie question, c'est quelle est sa barrière à l'entrée? Qu'est-ce qui fait que elle vend son produit à un certain prix qui lui permet d'être rentable? Et qu'est-ce qui fait que les concurrents vont pas aller vendre le même produit 3 fois moins cher et détruire sa profitabilité? Donc, on passe, nos 17 analystes, ils passent beaucoup de temps sur ce sujet-là. C'est quoi les vraies barrières à l'entrée de ce métier-là? Une fois qu'on s'est fait une religion là-dessus, est-ce que l'entreprise est dirigée par les bonnes personnes? Parce qu'à la fin, on leur confie notre argent et on confie de l'argent de nos clients à ce directeur général qui ensuite va l'allouer et investir et faire les investissements de l'entreprise. Donc, il faut absolument qu'il ait un bon track record, etc. Et une fois qu'on a ces deux-là, le dernier pilier que certains oublient, mais qui est clé dans l'investissement, c'est le bon prix. Et donc, on peut attendre longtemps. Si l'entreprise est trop chère en bourse, on peut attendre très longtemps, voire des années, avant d'investir. Et parce que pour nous, c'est exactement comme si tu faisais de la gestion immobilière locative. Tu cherches les bons appartements au bon endroit, qui sont rénovés, etc. Tu n'as pas trop de travail à faire. Ensuite, tu as le bon gérant locatif qui va t'optimiser tes loyers, réduire tes taux de vacances. Mais tu vas faire en sorte de payer le bon prix pour avoir un bon rendement locatif. Si tu payes trop cher, c'est que le rendement ne va pas être bon. Bon, nous, c'est exactement la même chose. Et donc, il nous faut les 3 conditions pour investir. Si on en a qu'une ou deux, on patiente et on attend. Ouais, je pense que c'est une bonne remarque. J'ai tendance à voir auprès de nos lecteurs, de nos viewers, etc., que beaucoup vont
peuvent être attirés par une entreprise qui a beaucoup de succès, mais a une valo qui est complètement stratosphérique. Et donc, une bonne entreprise ne fait pas forcément un bon investissement. Et je pense que le facteur prix là-dedans est essentiel. Tu sais, j'ai un exemple là-dessus que je cite assez souvent, mais qui peut être utile pour ceux qui nous écoutent. C'est quand tu prends L'Oréal, qui est une des plus belles entreprises européennes. Je me souviens très bien, en 2000, L'Oréal valait à peu près 50 fois ses bénéfices. C'était déjà une très belle entreprise avec de la croissance. Et si tu l'achetais à l'époque, 10 ans plus tard, ses profits avaient doublé. Donc, tu avais eu raison. Belle société qui croît, double de taille. Et 10 ans plus tard, tu n'avais pas gagné d'argent parce qu'entre-temps, le PE, le ratio cours-bénéfice, est passé 50 fois à 25 fois. Donc, le prix d'entrée est un déterminant très important du rendement que tu vas obtenir, en fait. Ok. Alors, tu as évoqué un petit peu en introduction le fait que BDL s'est construit autour d'une stratégie long-short. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne? Oui. Donc, bon, déjà, la stratégie long short, il faut savoir que c'est très ancien, même si on l'a importé en France. Le premier qui a un peu mis en place ça, je dirais, c'est un Américain qui s'appelle Alfred Jones, dans les années 50, où à l'époque, il veut investir sur les actions, mais il voit bien que ça peut être très volatile et il veut un peu se protéger de ces chocs. Et donc, il invente la notion de couverture, en fait, et donc de fonds couverts, de hedge funds. Et puis, effectivement, ça se développe beaucoup dans les années 80-90, comme je disais. Et puis après, on l'importe en France. Et donc, le gros intérêt du long short par rapport à un fonds classique, c'est que le fonds classique, tu achètes les actions et tu vas gagner de l'argent si les actions montent. Si l'action baisse, tu en perds quoi qu'il arrive, plus ou moins. Dans le long short, tu as ce même moteur pour gagner de l'argent si les actions montent, mais tu en as un deuxième où tu peux aussi vendre les actions et les racheter plus bas et du coup gagner de l'argent. Donc, tu peux aussi gagner de l'argent quand les actions baissent. Imagine que tu as un fonds action classique et que justement, tu n'es pas positif sur L'Oréal. La seule chose que tu peux faire, c'est ne pas acheter de L'Oréal. Donc, si L'Oréal baisse, éviter d'en perdre. Ce que tu peux faire dans un fonds long short, c'est que en plus de ça, si tu penses que le titre va baisser, tu peux gagner de l'argent si le titre baisse. Et le troisième moteur qui n'existe pas non plus dans un fonds action classique, c'est ce qu'on appelle la gestion de l'exposition au marché action. Quand tu as un fonds action classique, tu as mis 100 euros, tu as 100 euros sur le marché action. Si tout d'un coup tu veux être prudent, tu ne peux pas avoir un peu moins, tu es obligé de retirer ton argent. Là, si tu mets 100 euros dans BDL Rempart, qui est notre long short, si tout d'un coup on est beaucoup plus prudent sur les actions, on peut décider de n'avoir que 20 euros dans le marché action et le reste en cash, plus ou moins. Okay. Ça revient un peu à ça. Okay. Donc, 3 moteurs de performance au lieu d'un. D'accord. Je reviens sur le dernier point que tu mentionnais. Donc, tu réduis l'exposition au marché action, pas forcément en augmentant la position short, mais aussi potentiellement en réduisant tout simplement l'expo, enfin donc les positions longues aussi. Okay. Ouais, tout à fait. Donc, en ayant du. Tu as une très grosse flexibilité que tu n'auras jamais dans un fonds action classique. D'accord, entendu. Et ça, vous avez quand même un peu des barrières, entre guillemets, où vous êtes vraiment, imagine, je sais pas, demain vous dites, ah non, là les marchés sont vraiment trop hauts, on se met 100% cash, c'est possible ou... En théorie, beaucoup de choses sont possibles. En pratique, par exemple, sur les 5 dernières années, je dirais en moyenne, cette exposition au marché, elle a été entre 50 et 55%, et elle est passée par des plus bas autour de 10% et des plus hauts autour de 70%. Okay. Donc ça varie quand même pas mal. Des grandes amplitudes. Et il faut bien voir que ne serait-ce que de faire varier cette exposition, quand tu le fais bien, ça rapporte la performance supplémentaire. Bien sûr. On a fait des calculs sur 5 ans, ça les a rapporté 15 points supplémentaires de performance. Le simple fait de faire bouger habilement cette exposition au marché. Donc là, ça suppose de réussir à vraiment avoir le bon timing. Quels sont les indicateurs que vous allez regarder justement pour essayer de timer au mieux le marché, ce qui est encore une fois là quelque chose d'hyper difficile, quoi. Alors, tu as raison, et tout à l'heure tu parlais, est-ce qu'on regarde les facteurs, etc. Donc, notre métier de départ, c'est vraiment l'analyse fondamentale de l'entreprise et la compréhension de son modèle. Ensuite, au fur et à mesure du temps, on s'est doté de toute une architecture d'outils plus quantitatifs pour observer les marchés. Donc, évidemment, on regarde tous les facteurs, que ce soit au niveau global ou titre par titre, on est capable de regarder ça. Titre par titre, on est capable de regarder le niveau justement de short, combien il y a de hedge funds qui sont short du titre, etc. Donc, à quel point il pourrait remonter très rapidement s'il y a une bonne nouvelle, etc. Et puis, on a aussi beaucoup d'outils qui nous permettent de faire des simulations où, par exemple, on reprend
plein de scénarios historiques. Je sais pas moi, la brutale montée des taux en 2022, la crise de l'euro en 2012, enfin plein de grands scénarios historiques. Et on peut simuler, si ça se repassait de nouveau aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait dans le fond. Et ça, c'est aussi ça qui nous permet de piloter l'exposition nette en fonction des risques qu'on voit, à quel point ça ressemble à certains scénarios historiques. On peut faire bouger cette exposition. Vous avez des économistes aussi en interne ou vous avez vraiment que des analystes à actions justement, parce que là, ça ressemble un peu plus à, on va dire, à une analyse macro pour essayer de comprendre les grandes tendances. Non, on a que des analystes, les analystes un par un sont des analystes actions, sectorisés. Et après, on a une équipe on a une équipe de task force, en fait, qui sont plus des quants et des traders, qui, eux, sont chargés de faire toutes ces analyses-là et de faire des recommandations, justement, notamment sur l'exposition nette, qu'on va ensuite implémenter ou pas. Voilà. Ok, entendu. Dans ce fonds long short, vous allez avoir combien de positions en moyenne? Alors, c'est assez concentré. Donc, sur la partie longue, on a à peu près une trentaine de positions en général. Et sur la partie short, en général, on a 25-30 positions. Mais on a aussi souvent on peut avoir des paniers thématiques. Par exemple, là, en ce moment, on a un panier sur 80-90 valeurs extrêmement chères à 35-40 fois les bénéfices. On pense qu'elles sont trop chères et que cette prime va baisser au fur et à mesure. D'accord, donc là, vous shortez un panier ou un secteur, Ouais, par exactement. exemple. Et là, en l'occurrence, ce qui nous donne une certaine flexibilité, c'est qu'on structure le panier nous-mêmes. Donc, on a une idée qu'on veut mettre en place. On va ensuite trouver les titres qui correspondent à cette idée. Et on va structurer le panier. On va faire en sorte que les biais sectoriels ou factoriels, justement, ne soient pas trop élevés. D'accord. Et ensuite, on va traiter ce panier-là avec nos prime brokers. Mais et ensuite, on ajuste le panier très rapidement. C'est-à-dire que s'il y a des titres qui ont fortement baissé ou monté ou qui correspondent plus exactement à l'idée initiale, on peut modifier le panier, rajouter des titres, en augmenter. Et le fait de le faire nous-mêmes, en fait, c'est ça qui nous donne une grosse flexibilité. Ok, super. Je reviens sur le fait que vous ayez, entre guillemets, que 30 positions, en tout cas longues, dans le fonds en moyenne. On est très loin, par exemple, d'un ETF Stock 600, où justement l'idée va être généralement d'avoir le maximum de diversification. Est-ce que du coup, ça veut dire que pour réussir justement à battre les marchés, il faut avoir un portefeuille très concentré et quelque part aussi plus risqué puisque moins diversifié? Alors, il y a différentes religions là-dessus et je pense qu'il y a plusieurs manières de façon de gagner de l'argent en bourse. Nous, c'est vrai que notre religion, c'est d'être plutôt concentré, à la fois parce qu'on se dit plus on a de lignes, plus on se rapproche de l'indice, plus ça va être compliqué de voilà. Et quelque part, c'est un contre-intuitif pour beaucoup, mais plus on a de lignes, plus on a de chances de se tromper aussi. C'est-à-dire qu'on connaît moins les dossiers dans lesquels on investit. Donc nous, notre idée, c'est d'avoir un grand nombre d'analystes et petits en portefeuille avec la conviction que plus on connaît l'entreprise dans laquelle on investit, moins on a de chances de se tromper. Donc si je fais ça et qu'en plus j'essaie de diversifier à peu près sur plusieurs secteurs, nous on ne pense pas forcément que 30 ou 35 valeurs soient beaucoup plus risquées que 600 valeurs que tu connais pas bien en fait. Oui, bien sûr. Ce qui veut dire aussi que vous allez potentiellement passer beaucoup de temps entre le moment où on se dit peut-être que cette action est intéressante et le moment où justement vous allez prendre la décision de l'ajouter en portefeuille. Donc, tu as donné au début de l'entretien, on va dire, un petit peu les trois piliers pour arriver à sélectionner une entreprise. Est-ce que tu peux peut-être revenir un petit peu sur le processus interne qui va découler à la sélection ou le rejet d'une action au portefeuille? Oui, tu as raison, c'est un métier laborieux à la fin qu'on fait. Donc pour y arriver, déjà, on a décidé, et ça reprend les sujets initiaux, d'avoir des analyses sectorielles. Donc on a des pôles des binômes en fait, hein, qui suivent 2, 3, 4 secteurs. Pourquoi sectoriel? Parce qu'on en revient à ce qu'on disait, on pense que pour surperformer, il faut avoir une meilleure expertise que les autres. Et dans une industrie donnée, les modèles économiques se ressemblent. Donc du coup, c'est plus facile si tu as développé une compétence sur une entreprise d'analyser bien son concurrent. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on va démarrer sur une nouvelle entreprise que l'analyse ne connaît pas, il va y avoir tout un travail auquel tu ne peux pas échapper, qui est lecture des au moins 5 derniers rapports annuels, analyse des conférences call trimestrielles des 3 ou 4 dernières années avec les transcripts, etc. Prendre des rendez-vous avec le management ou au moins l'investor relations au début, aller les rencontrer,
aller souvent sur site, voir leurs entrepôts, etc., pour se faire une idée. Et puis ensuite, lire beaucoup de recherches sur l'industrie, sur le secteur, etc. Parler à des experts. On a 2 réseaux d'experts où on peut faire des calls en disant, bah, tiens, sur cette société, j'aimerais bien parler à quelqu'un qui historiquement a travaillé dans cette société, donc peut m'en donner une vue de C'est un l'extérieur, vrai travail etc. d'enquêteur, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est vraiment de l'investigation. Et une fois qu'on a fait tout ça, la prochaine étape, c'est de faire le modèle financier. Donc, c'est toute cette connaissance que tu as ingurgitée, comment tu l'as retranscrit dans des perspectives financières de l'entreprise. Donc, un modèle financier propriétaire avec un compte de résultat, un bilan, un cash flow, et in fine, une valorisation. Et cette valorisation, c'est la clé, puisque ensuite, tu vas regarder le cours de bourse. Et si le cours de bourse est très différent de cette valorisation, on va essayer d'acheter ou vendre. Donc, l'analyste, il fait tout ce travail. Et ensuite, il vient voir le portfolio manager et il va dire, bah tiens, j'ai fait ce boulot, etc. Je pense qu'il faudrait acheter telle société. Et ensuite, en fait, on va ouvrir le modèle financier de l'analyste et on va discuter, challenger toutes les hypothèses. Est-ce que tu n'es pas trop agressif sur la croissance l'année prochaine? Est-ce que tu es sur de la marge? Mais est-ce que tu as bien, qu'est-ce que tu penses de telle personne dans le management, etc. Et tout ça, in fine, va mener à acheter ou pas l'entreprise. Et une fois qu'on a décidé de l'acheter, ensuite, ça va être une question plus de gestion du portefeuille. Quelle taille on met dans le portefeuille? Quelle proportion du portefeuille on met dans cette entreprise? D'accord, entendu. Donc, ouais, vraiment un gros travail d'enquête, d'analyse, de modélisation. Est-ce que tu considères que ce travail chez BDL, vous le faites du coup mieux que d'autres sociétés de gestion? Est-ce que toutes les sociétés de gestion vont creuser autant que vous? Qu'est-ce qui va permettre justement de vous différencier sur ça? Parce que certes, c'est un gros travail, mais ça paraît d'une certaine manière un travail de bon sens et c'est d'une certaine manière le rôle de toute Ouais. société de gestion que de faire ce travail. Alors, je pense, bon, je suis pas le mieux placé parce que je connais pas non plus tous nos concurrents, même si dans mes expériences précédentes, j'avais un bon panorama des différentes sociétés de gestion. Je reviens à ce que je disais au début. Je pense qu'une chose que tu ne trouveras pas beaucoup ailleurs, c'est d'avoir autant d'analystes dédiés à une seule stratégie. Donc, et aussi peut-être des analyses très sectorisées. Voilà, et sectorisé. Et donc, le fait d'avoir ça, quand je dis qu'on a des modèles, c'est vraiment nos modèles qu'on a construits nous-mêmes. Alors que souvent, tu verras, je pense, d'autres sociétés de gestion où soit tu n'utilises pas de modèle, mais bon, ça peut marcher aussi, ou soit tu utilises les modèles des brokers pour D'accord. gagner du temps. L'avantage, je pense, que nous, on a, c'est que comme on a nos propres modèles, c'est nos propres hypothèses et on peut les changer très rapidement. Si demain, le dollar baisse de 10%, on peut d'un seul coup, sur tout le portefeuille, mettre l'impact d'un dollar à 10% en moins sur le chiffre d'affaires de toutes nos sociétés et voir l'impact sur les bénéfices. Et du coup, se dire, ah bah tiens, celle-là est vraiment affectée, il faut peut-être la réduire sa position dans le portefeuille, alors que celle-là va en bénéficier et l'augmenter. Bon, ça, tu le fais que si tu maîtrises toute la modélisation, en fait. Donc, tu disais que la valorisation était un point important dans votre décision. Est-ce que vous utilisez un ratio particulier, je ne sais pas, le PER, regarder l'EBITDA par rapport à la valeur de l'entreprise, etc. Est-ce que c'est plusieurs ratios? Comment est-ce que vous arrivez? Parce que la valorisation d'une entreprise, il y a différents moyens d'y Ouais. aboutir. Non, alors on a un ratio favori. Ok, On regarde tous les ratios, hein, mais on a un ratio clé. Bon, déjà, on ne fait pas de DCF quasiment, parce qu'on trouve que la DCF, il suffit de changer un peu l'hypothèse et tu changes tout très rapidement. Le ratio principal qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle le free cash flow divisé par la valeur d'entreprise. Donc pour nous, c'est le meilleur ratio possible, s'il devait y en avoir qu'un, parce que le free cash flow, déjà, ça te permet de prendre en compte les besoins en intensité de capital de la société. Donc, tu peux avoir un free cash flow qui est très différent d'un bénéfice comptable parce que la société doit investir beaucoup pour renouveler son immobilier industriel. Donc, et à la fin, ce que tu veux, toi, parce que in fine, tu vas recevoir des dividendes, c'est tu veux regarder la génération de cash flow de la société. Donc, le free cash flow numérateur. tu peux pas trop tricher sur le free Tu peux cash moins flow. tricher, Ouais. en tout cas. Ok. Tu peux quand même faire Ouais, des choses, hein, des mais démagogies. tu peux moins tricher. Ok. Et ça, c'est au numérateur. Et au dénominateur, valeur de l'entreprise. Alors pourquoi? Parce qu'on pourrait dire, mais pourquoi tu ne mets pas au dénominateur la capitalisation boursière, tout simplement, puisque quand j'achète une action, j'achète une capitalisation boursière. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce qu'on veut regarder, c'est le free cash flow que vraiment génère la société, qui va devoir rémunérer non seulement les actionnaires, mais aussi rembourser les banques qui ont fait des prêts, payer parfois des retraites à des anciens employés, etc. Donc, on se place comme si on voulait racheter 100% de la société et que le free cash flow soit pour nous.
Donc, pour que le free cash flow soit pour moi, il faut que j'ai remboursé les banquiers, il faut que s'il y avait des provisions, je les ai payées comme j'aurais pu à payer. Et du coup, le cash flow opérationnel, je me le sers juste à moi. Donc, c'est pour ça que une bonne partie de notre temps à passer, c'est de bien calculer cette valeur d'entreprise pour calculer ce ratio. Et ce ratio, une fois qu'on a dit ça, c'est à quel chiffre, quel est le bon ratio en fait. Donc, nous, on achète, ça commence à nous intéresser quand ce ratio-là est autour de 6-7%. Pourquoi ? Parce qu'on l'a pas non plus déterminé de manière complètement aléatoire. Si tu regardes sur longue période, les marchés actions font 6-7% par an. Donc, nous, notre hypothèse, c'est de dire si on achète à 6-7% et que la société versait tout en dividende, on aurait déjà 6-7% par an de rendement, comme un rendement locatif, sans avoir rien à faire. On a juste besoin que la société fasse ce qu'elle a déjà fait et ça ira. Si jamais, en plus de ça, il y a un peu de croissance, on gagnera plus que 7% par an et donc on fera plus que le marché action. Ok, super. Parce que la difficulté aussi avec les ratios, c'est qu'en fonction des conditions économiques, ils peuvent soit tous monter tous ensemble, soit tous baisser. Est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, une situation où finalement tous les ratios, toutes les valos étaient tellement élevés que vous n'arriviez pas à trouver des entreprises qui, justement, répondaient à ce critère? Oui, ça nous est arrivé, notamment dans la période 2015-2020. Tu sais, quand tu as eu le quantitative easing, les taux ont été rapprochés de zéro, voire sont devenus négatifs. Et le problème de ça, c'est qu'il n'y a plus de force de rappel. Moi, je dis souvent, en fait, le taux en finance, c'est comme la gravité en physique. C'est-à-dire que si tu le mets à zéro, il n'y a plus de gravité et tout s'envole, en fait. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça nous a obligés à céder des entreprises de qualité, mais qui devenaient beaucoup trop chères, qui étaient sur des free cash flow de 2-3% seulement. Et donc, on voyait plus de marge de sécurité et attendre. Et on a attendu, ou réinvestir dans une société qui gardait un free cash flow ou un rendement intéressant, mais qui était peut-être plus cyclique, avec moins de visibilité. Ce qui est très intéressant depuis 2 ans maintenant, c'est que ces sociétés qui étaient beaucoup montées dans les taux négatifs, depuis que les banques centrales en 2022 ont remonté les taux, leurs primes compressent. Leurs primes compressent régulièrement. Et aujourd'hui, on retrouve de nouveau plusieurs entreprises de ce genre-là, avec plus de visibilité que la moyenne, à des free cash flow de yield de 6, 7, 8%. Ok, intéressant. Donc du coup, là, on a bien parlé de la partie longue du fonds. Est-ce que quand vous décidez de shorter, c'est finalement vous repérez à contrario des entreprises qui ont une valo stratosphérique, vous vous dites bon bah allez, celle-là elle est trop chère, je la short, ou est-ce que c'est un processus complètement différent? Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent en short. Donc, il y en a une classique qui est celle que tu décris. Donc, c'est trouver des sociétés qui sont beaucoup trop chères selon notre analyse de leur perspective et donc qui vaut beaucoup corriger. C'est toujours une partie importante de notre portefeuille short. Une autre façon de gagner de l'argent en short, c'est trouver des sociétés qui ne sont pas forcément horriblement chères, mais ont un vrai problème de perspective. Par exemple, un marché final qui ralentit plus que prévu, un produit qui devient obsolète, et donc elle va faire un profit warning, devoir rebaser les attentes du marché et le cours va baisser. Une autre source de profit, c'est trouver des sociétés qui ont des problèmes de bilan ou qui ont parfois une comptabilité qui masque un peu leurs difficultés économiques. Donc ça arrive, les problèmes de bilan, ça arrive assez régulièrement. C'est notamment, souvent ça arrive tu vois, en haut de cycle. Les gens sont pleins d'enthousiasme, les CEO sont très exubérants et font des acquisitions qui payent des prix exorbitants. Et puis finalement, le cycle ne se passe pas comme prévu, la croissance n'est pas au rendez-vous. Et donc, ils se retrouvent avec beaucoup de dettes par rapport à la rentabilité. Et ça se termine mal parce que il faut soit faire une augmentation de capital, soit couper le dividende, soit vendre des actifs à des prix bradés. Et dans les 3 cas, c'est au détriment des actionnaires. Donc une entreprise qui fait des acquisitions, qui achète tout le marché en s'endettant beaucoup, ça c'est pour vous par exemple c'est un signal. Ouais, tout à fait. C'est un peu le cas Atos d'une certaine manière. Ça a été complètement le cas Atos et on voit ce que ça donne en fait. L'allocation du capital, c'est quelque chose qui est très sous-estimé par beaucoup de gens. C'est-à-dire que quand tu réfléchis, quand tu achètes une société finalement, donc elle va te distribuer un cash flow chaque année. Enfin, elle a un cash flow chaque année. Et elle peut en faire ce qu'elle en veut. Elle peut te le distribuer ou faire des acquisitions. Et selon ce qu'elle en fait, en 5 ans, ça peut complètement changer la tête de l'entreprise.
Et si c'est mal fait, tu peux avoir une entreprise qui avait pas de dette au bilan, avec des bons retours sur capital employé, et qui 5 ans plus tard, c'est l'inverse. Elle a dépensé tout dans des acquisitions à des prix très élevés, tout en dette, et tu as un bilan ultra fragile. Donc nous, c'est ce qu'on regarde de très près, effectivement, c'est comment le cash flow est réalloué chaque année entre ce qui est distribué aux actionnaires et ce qui est utilisé pour les acquisitions. Ok. Dans le short, il y a quand même un truc super dangereux. Et d'ailleurs, je pense que on s'adresse à des particuliers, donc il faut quand même les prévenir. Mais il y a une asymétrie entre le short et le long, parce que une action, son prix peut monter à l'infini, entre guillemets, alors que quand elle baisse, elle s'arrête à zéro. Et donc, ça veut dire que quand on commence à shorter une action, on ne sait pas jusqu'à combien peut aller nos pertes si l'action continue à progresser. Comment vous faites pour gérer ce risque chez BDL? Tu as raison, le short, c'est plus risqué pour cette raison-là. Et il y a même une deuxième raison, et je te la donne parce qu'après, ça va expliquer pourquoi on gère différemment. C'est que l'autre problématique du short, c'est que quand tu te trompes et que l'idée va contre toi, non seulement elle peut monter potentiellement très haut, mais surtout que chaque jour qu'elle monte, son poids dans le portefeuille grossit en fait. Alors que dans l'autre sens, si tu te trompes, le cours de bourse baisse, c'est pas agréable, mais le lendemain, c'est plus petit dans ton portefeuille. Donc si ça rebaisse d'autant, ça te fait un peu moins mal. C'est l'inverse en short en fait. Avec chaque short, jour, ça te fait de plus en plus pire mal. en pire. Et Tu passes des mauvaises nuits quand tu te trompes sur un short. Voilà. Donc comment tu fais pour gérer ce problème? Le premier déjà, c'est que tu fais des tailles beaucoup plus petites. Donc, tu vois, en long, on a des tailles on va dire, qui oscillent entre 1,5 et 7-8% du portefeuille. En short, la taille moyenne, c'est plutôt 0,8, 1%. Et ça dépasse jamais 2%. Donc, par exemple, ce qu'on n'a pas en long, on a une sorte de hard limit à maximum 2%. Et cette limite baisse chaque mois. À partir du moment où tu as initié la position, chaque mois, elle passe à 1,9%, 1,8, 1,7, etc. Donc ça te permet quand même de beaucoup limiter ce risque de hausse. Parce qu'en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que le cours de bourse monte, il ne peut jamais dépasser cette limite, parce que dès qu'il la dépasse, on vend de façon à rester dans la limite. C'est un peu... c'est pas vraiment un stop loss, mais c'est une manière de limiter tes pertes. Exactement. Et alors, on aurait pu faire un stop loss hard, on va dire, mais on a beaucoup étudié le sujet. Et en fait, c'est pas si simple que ça, parce que quand tu regardes tous nos trades historiques depuis 20 ans, si tu mets un stop loss hard, tu vas effectivement éviter certains trades qui ont perdu plus que le stop loss, mais tu vas aussi rater beaucoup d'idées qui ont gagné beaucoup d'argent, mais qui sont au départ passées par une période difficile. Donc, tout le principe, c'est de laisser quand même pouvoir l'idée le temps de vivre et de se matérialiser. Parce que parfois, tu peux dire, effectivement, l'entreprise a un problème sur un produit obsolète et d'ici 12 mois, elle va faire un profit warning. Sauf que peut-être entre-temps, il se passe autre chose et le cours de bourse monte d'abord. Donc, il faut pouvoir avoir une certaine flexibilité, mais pas de te faire emporter non plus. Et donc, la meilleure solution, compte tenu de l'analyse qu'on avait faite depuis 20 ans, c'était ce système-là. Oui, parce que le risque que je vois, en tout cas avec le stop loss, c'est que forcément, sur un titre un petit peu volatile, peut y avoir des mouvements de court terme qui vont déclencher le stop. On va vendre la position, on va racheter la position dans ce cas-là. Voilà. Alors qu'en fait, sur le long terme, on avait peut-être raison. Est-ce que vous avez aussi parce que là, le timing est super important. Est-ce que vous avez une limite de temps à partir du moment où vous dites, non, on clôt la position, le pari, c'est pas réalisé? C'est excellent comme question. C'est pour ça qu'on a fait ce système d'escalade, de marche qui descendent. C'est-à-dire qu'on démarre, tu mets ta position dans le portefeuille. En gros, tu as un budget de risque jusqu'à ce qu'elle monte à 2% du portefeuille, d'accord? Et là, on écrète. Le mois d'après, c'est plus que 1,9, 1,8, etc. Donc, mécaniquement, ça va... Pourquoi? Parce qu'on s'est aussi rendu compte dans cette analyse historique que les bonnes idées, en général, elles se déclenchent relativement rapidement. Entre 6 et 12 mois, si c'est une bonne idée, ça a fonctionné. Il n'y a pas besoin que, quand c'est 2-3 ans, c'est qu'en général, ça n'a pas fonctionné. Donc, on a ce système de marche en escalier pour répondre en fait à ta question de la durée. Mais là, ce qui est sûr, c'est que dans la durée moyenne, c'est très différent du long. Tu vois, dans le long, en moyenne, une position, je dirais, elle va durer 18 mois, mais on peut être beaucoup plus. Et en short, en moyenne, ça va plutôt être 3-4 mois.
Même 18 mois pour du long, j'ai presque envie de dire, c'est relativement court. Alors c'est vraiment c'est un mix parce que en fait c'est assez variable. On a des positions qui datent depuis 4, 5, 6 ans et puis parfois il y a certaines positions, on a un peu de chance et rapidement le cours de bourse prend 20-25%, qui était un petit peu notre espérance de gain au départ. Donc à ce moment-là, on va prendre nos profits. Ok. Et alors justement, une question, je pense qui peut intéresser pas mal de gens, c'est à quel moment tu décides de sortir une action du portefeuille? Bon, ça, y a pas de, c'est l'art du métier. Il y a pas de, malheureusement, de formule magique, ni pour nous non plus. Il y a plusieurs cas. Il y a le cas, bon, le plus simple, je dirais, c'est la valorisation, où ça a beaucoup monté. Donc, on refait les calculs dans notre modèle, comme je te disais. Là, le free cash flow yield est devenu beaucoup plus petit. On a l'impression qu'il n'y a plus de marge de sécurité. On n'a pas de potentiel pour remonter nos bénéfices, nos prévisions bénéficiaires. Et donc là, on sort, en fait. C'est le premier cas. C'est le meilleur cas, on va dire, parce que l'autre cas, c'est quoi? Ça veut dire que ça a bien marché Voilà. dans ce cas-là. L'autre cas, c'est que tu t'es trompé sur ton cas d'investissement et du coup, tu sors. Et c'est le cas le plus dur parce que, un, tu as déjà perdu de l'argent en général. Et deux, il est aussi plus dur psychologiquement parce que il faut arriver à te remettre en cause et à pas fermer les yeux en disant bon, ça va pas marcher pour l'instant, mais ça va marcher, ou changer la raison pour laquelle finalement tu crois que tu as investi dans la société. Et dans ces cas-là, dans les cas où ça marche un peu moins bien, est-ce que vous avez des règles de bon, bah, on a perdu plus de X%, c'est le moment de couper les pertes, ou c'est parce que vous dites bon, ben, on a revu le modèle, l'analyse, et ça correspond plus à nos critères? Alors, ce qu'on fait, c'est que quand une position a commencé à détruire beaucoup de performances ou d'alpha, on va avoir une réunion avec toute l'équipe de gestion et tous les analystes, où l'analyste va représenter le cas d'investissement avec ouvrir le modèle, on va challenger tous le modèle et décider ou pas qu'on peut moyenner pour profiter du prix qui a baissé et avoir un moyen plus bas. Et donc, en fonction de ça, on va le faire ou on va pas le faire. Et si on le fait pas, soit on va rester et attendre que ça aille mieux, soit si effectivement on s'est trompé et que quand on reprend le modèle, il n'y a plus du tout d'upside, à ce moment-là, on peut sortir de la position. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de position que vous avez et peut-être nous dire un petit peu en quelques mots pourquoi cette action en portefeuille? Ouais. Bah, dans les grosses positions qu'on a en ce moment, certaines qui sont là depuis longtemps, hein, on a notamment nos deux premières positions, c'est Saint-Gobain et Vinci. Donc là, par exemple, c'est un bon exemple de deux types d'investissements qu'on peut faire. Vinci, c'est parce qu'on aime beaucoup la partie infrastructure, les autoroutes et les aéroports. Et là, ça revient à ce que je disais au départ, c'est que notre obsession, c'est à quel point le cash flow est prévisible ou pas. Et l'avantage d'une autoroute ou d'un aéroport, c'est que une fois qu'il est construit, tu vas en général pas avoir un aéroport concurrent à côté ou une deuxième autoroute juste à côté. Donc en fait, t'as un petit monopole local, t'as pas vraiment de concurrent. Et en plus, quand tu regardes sur longue période, le trafic, que ce soit aéroportuaire ou autoroutier, il est assez peu sensible à l'économie en fait. Donc tu as quelque chose d'assez résilient et d'assez prévisible. Et l'opportunité sur Vinci, par exemple, c'est que quand tu regardes leurs actifs aéroportuaires et autoroutiers et leur valorisation implicite en bourse, c'est très décoté par rapport à des transactions qui sont faites par des fonds d'infra ou private equity sur le même type d'actifs. Donc ça, c'est une typologie. Je rebondis juste sur Vinci. Il y a pas aussi un petit risque sur le fait de ne plus avoir les concessions. Ça, c'est un peu c'est super difficile à pricer, quoi. Ouais. Comment est-ce que tu dis, OK, quelle est la probabilité que les contrats soient maintenus et dans les mêmes conditions, dans de meilleures conditions? Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on ne prend pas d'hypothèse. Enfin, on prend l'hypothèse qu'il n'y a plus de renouvellement. Et donc, à la fin de la concession, ça vaut 0. Mais en fait, même si tu fais ça, nous, on pense que le prix de Vinci, enfin, le bon prix, il est plutôt autour de 150, 160, donc encore bien au-dessus. Et pareil, parfois, il y a des risques avec l'État français, ce qui passe sur la dette française, etc. Et nous on n'est pas, au-delà du news flow négatif, fondamentalement, on n'est pas très inquiet parce que quand tu regardes l'échéancier de dette de Vinci, en fait, ils peuvent tout rembourser d'ici la fin de la concession sans avoir besoin de faire appel au marché. Donc, ça, c'est un type d'idée, des actifs très résilients. Très prévisible. Voilà. Un autre type d'idée qu'on a souvent,
c'est un changement de paradigme de l'entreprise lié souvent à un changement de direction générale. Donc Saint-Gobain, c'est ce qui s'est passé. Saint-Gobain, on suit la société depuis 20 ans, donc on connaît très bien le sujet, et on n'avait jamais investi. Et on a investi il y a maintenant peut-être 4 ans, quand il y a eu un changement de direction générale. Et là, on a compris assez vite que, enfin, on allait peut-être exploiter la belle endormie, parce que Saint-Gobain, c'était un grand conglomérat de la construction, avec des bons actifs et d'autres très mauvais. Et l'idée du nouveau directeur général, M. Bazin, c'était de dire, je vais me recentrer, on va vendre les actifs dans lesquels on n'est pas numéro 1 ou 2, dans lesquels on n'est pas assez rentable, et on va racheter avec ça des actifs plus niches qui sont plus rentables. Donc, réallocation du capital. On en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment le DG utilise le capital généré par l'entreprise, bien ou mal. En l'occurrence, il l'a bien fait. Il est encore en train de bien le faire. Et donc, structurellement, les marges du groupe ne font que monter au fur et à mesure. Et donc, à l'époque, l'opportunité était parfaite dans le sens où non seulement les marges avaient un potentiel de progression grâce au recentrage, et puis comme personne croyait à Saint-Gobain, le multiple de PE, enfin pour simplifier, était très faible. Donc là, tu as une première étape depuis 3-4 ans où tu as gagné beaucoup d'argent parce que les marges sont montées de 7-8 à 11-12, on va dire. Et la deuxième étape maintenant, c'est toujours un peu de hausse de marge, mais moins forte, mais une revalorisation du PE au fur et à mesure où le marché se rend compte qu'effectivement, le Saint-Gobain d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Saint-Gobain d'il y a 4 ans, en fait. Et donc, j'ai plus de visibilité, plus de rentabilité normative, et donc je suis prêt à mettre un PE un peu plus élevé. Donc ça, c'est le deuxième type d'investissement. Et puis, un autre investissement sur lequel, on en a plusieurs, mais deux investissements sur lesquels je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel, c'est Puig, une société espagnole, je ne sais pas si tu connais, et Canal+, que tu connais peut-être mieux. Et donc, je ne sais pas si je te dis un mot sur Puig, par exemple, mais c'est une société qui a été mise en bourse l'année dernière. C'est une société familiale espagnole de Barcelone et qui est un des 5 leaders mondiaux dans les parfums, avec L'Oréal, etc. Ils ont notamment des parfums comme Nina Ricci, Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne. Et ils fabriquent le parfum. Alors, ils fabriquent le parfum et surtout, ils possèdent les marques. C'est-à-dire que c'est pas une licence qui a été donnée par Jean-Paul Gaultier à Puig. Ils ont racheté Jean-Paul Gaultier, ils ont racheté Paco Rabanne. Je dis ça par rapport à Interparfum, par exemple, qui est un peu le petit concurrent, mais qui, lui, c'est des licences. Donc, une des raisons du fait d'être actionnaire, c'est justement qu'ils contrôlent leur marque. Et donc là, on rejoint peut-être ce que tu disais au départ, c'est une barrière par rapport aux concurrents. Exactement. Tu as une marque forte en portefeuille. Exactement. Et puis, tu as une certaine loyauté à ton parfum. Les gens changent de parfum, mais il y a quand même... moi, par exemple, j'ai le même parfum depuis longtemps. Je connais beaucoup de gens qui ont le même parfum. Donc, la marque joue beaucoup et te confère la possibilité de vendre à un prix qui fait que tu es rentable. Pour donner une idée, la marge brute de Puig, c'est à peu près 75%. Donc, c'est du niveau de Hermès, tu vois. Donc, c'est un métier... Et il n'y a pas qu'eux qui font ce genre de marge, leurs concurrents aussi. Donc, c'est un métier qui est très rentable par nature grâce au pouvoir de la marque et où les gens sont disciplinés. Et puis, c'est un métier qui, quand tu regardes sur longue période, le parfum a tendance à avoir plus de croissance que les autres parties de la cosmétique. Et a priori, il y a encore beaucoup de potentiel parce que si tu regardes, tu compares le pourcentage de personnes qui mettent du parfum en Europe par rapport aux États-Unis ou dans les pays émergents, si les autres régions nous rattrapent ne serait-ce qu'un petit peu, tu as encore de croissance pour beaucoup d'années. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le titre a beaucoup baissé en bourse parce que le secteur en général a un petit peu ralenti. Et aujourd'hui, tu achètes ce dossier à peine 12 fois les bénéfices pour quelque chose de très, très rentable. Moi, j'ai rarement vu dans cette industrie-là, tu vois, visible, rentabilité, des PE aussi faibles, en fait. Intéressant. Super. Alors, tu nous as donné des exemples de boîtes européennes. C'est normal puisque c'est vraiment votre cœur de métier. Pour autant, quand on regarde ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, on voit des boîtes qui ont des performances incroyables et l'Europe qui est un petit peu à la peine. Est-ce que vous n'êtes pas passé un petit peu, en vous restreignant à l'Europe, à côté du train américain et des performances des boîtes technologiques, etc. Comment tu vois ce décalage entre les États-Unis et l'Europe ? Ce qui est sûr, c'est que là où tu as raison, c'est que sur les 10 dernières années, valait mieux investir en gestion passive, on va dire, aux États-Unis qu'en Europe. Les vents étaient plus porteurs.
Bon, tu vois, cette année, ça ne nous empêche pas d'être en hausse de 20% plus ou moins sur le fonds long only et 14% sur BDL Rempart. Donc, même en étant juste en Europe, tu peux faire des choses correctes. Nous, on pense que l'Europe a encore... disons qu'on pense que le pari est moins risqué aujourd'hui en Europe qu'aux États-Unis. Parce que déjà, on pense que un des arguments à faire des États-Unis, c'est oui, mais il y a plus de croissance. Alors, c'était vrai historiquement. Quand tu regardes déjà les 2-3 prochaines années, ça va être moins vrai parce que la croissance américaine ralentit. La croissance américaine depuis 5 ans ou 3 ans a été beaucoup tirée par le CAPEX intelligence artificielle qui a explosé, qui va encore être là, mais sa croissance annuelle va quand même ralentir. Et en face, en Europe, tu vas quand même avoir ce fameux plan allemand de 1 000 milliards d'euros qui va commencer à être dépensé l'année prochaine. Tu vas avoir un effet d'année pleine de baisse de taux des banques centrales. Donc, tu as un cas de figure où l'écart de croissance qui était quasiment de 3 points de PIB, il va être plutôt de 0,5. Ok. Et au même moment, tu as une valorisation qui, en Europe, elle est raisonnable, elle est 14 fois les bénéfices. En gros, tu es dans ta moyenne historique. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Et par contre, effectivement, tu as un S&P 500 à 22-23 fois, très au-dessus de sa moyenne historique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu cette étude passer, mais sur les 40 dernières années, quand tu achètes à 22-23 fois, en général, tu ne gagnes pas d'argent pendant 10 ans. Donc, ça ne veut pas dire que c'est trop cher. Mais en tout cas, tu as une vraie question et un vélo dans la tête à te mettre sur la valo US que tu as moins sur l'Europe. Ok, et sur la France, plus spécifiquement, on voit un petit peu aujourd'hui les difficultés sur le financement de l'État. Est-ce que vous surveillez ça? Ça peut avoir des impacts, surtout quand tu investis dans des boîtes, je pense à Massy ou à d'autres. Comment est-ce que vous analysez la situation franco-française? Non, on surveille ça de près et c'est aussi l'avantage du long short, c'est que tu peux être flexible sur ce sujet-là. Tu vois, je vais te donner un exemple, mais à la fin de l'été, au moment où M. Bayrou avait annoncé le vote de confiance, on s'était dit le scénario le pire, ce serait une dissolution immédiate. Donc, dans la partie short du book, on a utilisé des indices pour se couvrir et réduire très vite l'exposition France du fonds qui était tombée à seulement 9%. Par exemple, un petit short CAC 40 à ce moment-là. En l'occurrence, c'était pas le CAC 40, mais D'accord. c'était le stock 50. Et dans le stock 50, tu as des actions françaises. Donc, ça venait compenser ce que tu avais dans la partie longue. Donc ça, voilà, et ça, tu le fais en quelques minutes ou quelques secondes, donc ça te donne beaucoup de flexibilité. Donc oui, c'est quelque chose qu'on regarde de près. On n'est pas optimiste sur l'économie française sur les 12-18 prochains mois, compte tenu de ces problèmes de gouvernance qu'on voit. Donc toute façon d'y répondre, c'est depuis 12-18 mois, c'est d'avoir vendu des sociétés qui étaient vraiment 100% franco-françaises en termes de chiffre d'affaires ou un peu trop illiquides, et garder des dossiers, je parlais de Vinci mais ou de Saint-Gobain, donc c'est le bon exemple, c'est-à-dire des grosses multinationales, des gros champions dans leur industrie et qui finalement ont une exposition économique, chiffre d'affaires assez faible dans la totalité du groupe. Ok, intéressant. Bon, super. Écoute, on a bien soulevé le capot de BDL. Je pense que c'est super intéressant. On pourrait encore longuement parler de ça. Je vais finir avec une petite question rituelle qu'on a chez Financero et je vais te poser la question de savoir si toi, aujourd'hui, tu investis tout ton argent ou en tout cas une grosse partie chez BDL. Et est-ce que tu considères que c'est suffisant ou est-ce que tu vas diversifier aussi, peut-être avec quand même quelques actions américaines? Je sais pas, d'autres actifs immobiliers, crypto aussi peut-être. Donc voilà, comment est-ce que tu diversifies toi ton patrimoine? Non, moi je mets mon patrimoine financier dans les fonds BDL. Je trouve que c'est un gros confort de pouvoir toute la journée être avec l'équipe et de voir exactement comment mon argent est investi où va ton argent. et de quelle manière. Okay. Ça me rassure beaucoup. Je trouve que on sait ce qu'on fait et comment on le fait. Donc, je ne ressens pas le besoin de faire autre chose. Et le Bitcoin, je ne fais pas. Je ne fais pas parce qu'en fait, ce n'est pas le Bitcoin lui-même, mais comme il n'y a pas de cash flow derrière le Bitcoin, ou comme l'or d'ailleurs, c'est difficile de savoir combien ça vaut. Donc, c'est difficile de savoir au moment où tu achètes si c'est le bon moment. Ouais, et si tu achètes cet actif décoté ou pas, puisque tu ne connais pas sa valorisation. Donc, du coup, je me prive des gains du Bitcoin. Mais tu sais que souvent, en finance, l'important, c'est avant tout de ne pas perdre. Et si tu ne perds pas, tu gagneras. Donc, c'est plutôt ce mindset-là. Et donc, voilà.
Bon, bah, super, ça va conclure notre entretien de la plus belle des manières. Bah, écoute, merci beaucoup, c'était super intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi interagir sur notre forum et puis un petit like pour la force et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres interviews de ce type. À bientôt. Merci Hugo, à bientôt.